Isabelle Martin, tu pensais que cette entreprise était ton terrain de jeu? Tu as dépensé notre argent pour tes liaisons secrètes. Ta carrière s'arrête ce soir. Je suis David, 34 ans, marié à Isabelle, 32 ans, depuis 8 ans. Isabelle travaille au marketing chez Mercier et Associés, un cabinet de conseil de seconde zone dans le quartier d'affaires. Elle a toujours été obsédée par l'ascension sociale, les événements de réseautage, les déjeuners d'affaires, tout le tralala. Moi? Je suis comptable dans un cabinet plus modeste. Un emploi stable, un salaire correct, rien de tape à accent grave-l'œil, mais ça paie les factures. Apparemment, ce n'était pas assez excitant pour elle. Alors, vendredi soir dernier, Isabelle m'a traîné à la fête trimestrielle de son entreprise dans un hôtel hors de prix du centre de Paris. Vous voyez le genre, des lustres en cristal qui coûtent plus cher que la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, des serveurs en nœud papillon servant un champagne qui a le goût d'une déception gazeuse. Et des cadres intermédiaires prétendant être importants tout en planifiant secrètement leur fuite vers le bar le plus proche. Je déteste ces branlettes intellectuelles d'entreprise de toutes les fibres de mon être. Les conversations forcées, les faux rires à des blagues pas drôles, tout le monde faisant semblant de s'intéresser au rapport trimestriel et à la synergie au travail. Mais Isabelle avait sorti le grand jeu de la culpabilité, disant que cela nuirait à sa carrière si son mari ne se montrait pas. Je me suis planté stratégiquement près d'un canapé dans le coin du fond, ce qui me donnait une vue parfaite pour observer le cirque tout en restant proche de ma stratégie de sortie. Appelez ça de l'instinct de survie ou de l'anxiété sociale, mais je savais que j'aurais besoin d'une échappatoire rapide avant que quelqu'un ne me coince pour discuter du tournoi de foot de ses enfants ou de ses réflexions sur la dernière restructuration de l'entreprise. Ces événements avaient le don de m'aspirer la vie plus vite qu'un vampire accro à la caféine. Isabelle était absolument dans son élément, travaillant la salle comme une politicienne en campagne. Elle volait de groupe en groupe dans cette robe à paillettes qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Ce rire perçant qui résonnait à travers la salle de bal devenait de plus en plus agaçant à chaque coupe de champagne bon marché qu'elle descendait. J'étais marié à cette femme depuis 8 ans, donc je connaissais les signes. Quand Isabelle était ivre lors des fonctions professionnelles, elle se transformait en cet hybride bizarre de conférencière motivatrice et de méchante de télé-réalité. Tout en confiance et en remarques cinglantes déguisées en humour. Je regardais ma montre pour la 15e fois en 10 minutes, calculant exactement combien de temps je devais encore endurer cette torture sociale avant de pouvoir raisonnablement prétexter l'épuisement et rentrer à la maison, quand je l'ai entendue. Sa voix coupant le bruit ambiant comme un couteau dans du beurre, cristalline, malgré la distance entre nous. Honnêtement, je pourrais le larguer demain si je voulais. Il est complètement inutile pour moi à ce stade. Le temps a ralenti jusqu'à s'arrêter alors que ces mots me frappaient comme un train de marchandises chargé de trahison. Je me suis tourné légèrement, juste assez pour l'apercevoir à travers la foule. Et elle était là, la tête rejetée en arrière, de cette façon qu'elle avait quand elle pensait être particulièrement intelligente. Elle était entourée de son équipe habituelle, qui hochait la tête comme si elle venait de délivrer une sagesse profonde au lieu de détruire nonchalamment son mariage. Mais voici le détail qui m'a vraiment fait mal au ventre. Son patron, Michel Thomas, se tenait juste à côté d'elle. Pas juste debout, mais assez près pour que sa main effleure constamment son bras d'une manière qui semblait bien trop familière, comme s'ils avaient déjà joué cette danse auparavant. La partie rationnelle de mon cerveau voulait marcher jusque là-bas et exiger une explication. La partie émotionnelle voulait attraper la bouteille de champagne la plus proche et faire une scène qui finirait sur YouTube le lendemain matin. Mais au lieu de ça, je suis resté là comme un idiot, regardant ma femme de 8 ans annoncer nonchalamment à ses collègues que j'étais jetable, pendant que son patron marié la tripotait comme s'il auditionnait pour un procès pour harcèlement. Vous savez ce qui est drôle dans des moments comme cela? Tout le monde parle de la confrontation dramatique, de la grande explosion, du match de cris qui purifie l'air. Mais parfois, la chose la plus dévastatrice que vous puissiez faire est absolument rien du tout. Parfois, le silence est l'arme la plus tranchante de votre arsenal. Alors je n'ai pas crié. Je n'ai pas foncé là-bas pour faire une scène. Je n'ai même pas laissé mon visage montrer ce que je ressentais, ce qui était à peu près équivalent à être percuté par un bus conduit par ma propre stupidité. Au lieu de cela, je me suis simplement retourné, j'ai pris mon manteau au vestiaire et je suis sorti de cette salle de bal de l'hôtel comme si je sortais juste prendre l'air. L'air nocturne m'a frappé comme une gifle. Assez froid pour me faire pleurer les yeux, mais bizarrement pas assez pour engourdir la sensation de brûlure dans ma poitrine. J'ai serré mon manteau autour de moi et j'ai commencé à marcher,
mes chaussures de ville claquant sur le trottoir dans un rythme qui ressemblait étrangement au compte à rebours de l'exécution de mon mariage. J'ai dû marcher 3 pâtés de maison avant de m'arrêter sous un lampadaire comme dans un cliché de film noir, sortant mon téléphone avec des mains qui étaient plus stables qu'elles n'avaient le droit de l'être. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver un nom que je n'avais pas appelé depuis probablement 2 ans. Romain Martinez, mon vieux pote de fac de droit qui avait fini par atterrir dans la conformité d'entreprise. Drôle comme la vie tourne parfois. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'il ne décroche, semblant légèrement confus mais pas entièrement surpris d'avoir de mes nouvelles. David, mec, ça fait une éternité. Quoi de neuf? Ma voix est sortie plus calme que je ne l'espérais, stable et contrôlée comme si je commandais un café au lieu de potentiellement atomiser toute ma vie. Romain, tu es toujours proche de l'équipe de direction là-bas. Ouais, pourquoi? T'as une voix bizarre, mec. Tu vas vouloir vérifier quelque chose tout de suite, ce soir, avant que le matin n'arrive et que tout ne devienne compliqué. Je lui en ai dit juste assez pour faire tourner les rouages. Je lui ai donné juste les bonnes miettes pour suivre la piste que je voulais qu'il trouve. Parce que voici le truc avec les gars comme Romain, ce sont des enquêteurs nés. Et une fois que vous les pointez dans la bonne direction, ils ne peuvent pas s'empêcher de creuser plus profond. Quelques minutes après avoir raccroché, je savais que le premier domino avait commencé à vaciller. Je m'étais souvenu de quelque chose qu'Isabelle avait mentionné il y a peut-être 6 mois au cours d'un dîner, à propos du nouveau gars de la conformité qui semblait vraiment intelligent et drôle pour un avocat. Elle avait même mentionné son nom, Romain quelque chose. À l'époque, j'avais classé ça dans la catégorie des potins de travail dont je me fichais. Mais maintenant, debout dans le froid avec la trahison de ma femme résonnant encore à mes oreilles, cette information aléatoire semblait soudain être la chose la plus importante au monde. Je peux être là dans 15 minutes, a dit Romain après que je lui ai expliqué ce dont j'avais été témoin. Mais David, si c'est une sorte de vengeance conjugale. Ce n'est pas de la vengeance, Romain. C'est la justice. Il y a une différence. 20 minutes plus tard, alors que j'étais assis dans ma voiture 3 rues plus loin, sirotant un café tiède d'une station-service qui avait le goût de la déception liquide, Romain était de retour dans cette salle de bal, témoin du véritable spectacle. Grâce à la magie de la technologie moderne et à ses SMS bien placés, j'avais une place au premier rang pour regarder le monde soigneusement construit de ma femme s'effondrer comme un château de cartes dans un ouragan. Selon le compte-rendu de Romain, qu'il m'envoyait en temps réel comme une sorte de correspondant de guerre d'entreprise, Isabelle tenait toujours la cour au centre de la pièce quand tout a basculé. Elle était apparemment passée de la médisance sur son mari inutile à régaler son public avec une histoire sur la façon dont elle allait complètement révolutionner l'approche du département marketing concernant les relations clients. Vous savez, parce que rien ne dit une réussite professionnelle comme s'attribuer le mérite du travail des autres pendant que votre patron vous pelote devant la moitié de l'entreprise. La musique martelait encore une sorte de soupe top 40 générique qui coûtait probablement plus cher à l'entreprise en droit d'auteur qu'ils ne payaient leurs stagiaires en un an. L'éclairage était toujours cette horrible combinaison de reflets de boules à facettes et d'ambiance fluorescente d'hôtel qui donnait à tout le monde l'air de se remettre d'une légère intoxication alimentaire. Et Isabelle était toujours la star de son propre petit spectacle. Coupe de champagne levée haut, entourée de sa foule habituelle de sycophantes de bureau qui riaient à ses blagues parce qu'ils avaient trop peur de la politique d'entreprise pour faire autre chose. Mais alors, quelque chose a changé. Romain l'a décrit comme regarder un documentaire animalier où les gazelles sentent soudainement les lions se rapprocher. Il y a eu ce changement subtil dans l'atmosphère, des conversations s'interrompant au milieu d'une phrase, des gens jetant des coups d'œil vers l'entrée avec des expressions allant de la curiosité à la terreur. C'est à ce moment-là que le directeur régional, Monsieur Leroux, a fait son entrée. Je n'avais jamais rencontré le gars, mais Isabelle l'avait décrit assez de fois. Un cadre d'une 50aine d'années qui avait gravi les échelons de l'entreprise en écrasant des visages. Le genre qui pouvait faire se mouiller des adultes rien qu'en se raclant la gorge. Mais l'homme qui a fait irruption dans cette salle de bal n'était pas le cadre composé et intimidant qu'Isabelle avait toujours décrit. Selon Romain, ce type avait l'air d'être à 30 secondes d'un effondrement complet. Le visage assez rouge pour arrêter la circulation. La cravate de travers, traversant la foule avec une rage concentrée qui faisait s'écarter les gens de son chemin. La musique ne s'est pas arrêtée immédiatement, mais les conversations, elles, se sont tues. On pouvait littéralement voir le silence se propager à travers la pièce comme des ondes sur un étang, partant de l'endroit où se trouvait Leroux et s'étendant vers l'extérieur jusqu'à ce que le seul son soit la ligne de basse d'une musique de danse idiote sur laquelle personne ne dansait.
Isabelle était apparemment tellement absorbée par sa propre performance qu'elle n'a pas remarqué le changement jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Elle était au milieu d'une phrase quand la voix de Leroux a coupé la musique comme une tronçonneuse dans du beurre. Isabelle Martin. La femme a réellement sursauté, littéralement sauté et s'est retournée avec une expression qui est passée de confiante à terrifiée en une demi-seconde. Sa coupe de champagne a glissé de ses doigts et a frappé le sol en marbre avec un fracas qui a résonné dans la salle de bal soudainement silencieuse. Le liquide doré a éclaboussé sa robe à paillettes et les chaussures des personnes se tenant le plus près d'elle. Leroux a marché droit à travers la foule, qui s'écartait pour lui comme s'il était Moïse. Quand il a atteint Isabelle, il n'a pas hésité, n'a pas fait de pause pour l'effet dramatique. Il l'a juste attrapée par le bras assez fort pour la faire grimacer et a rugi « Qu'est-ce que vous avez fait, bon sang ?» La salle entière est devenue silencieuse comme une tombe. Le visage d'Isabelle a traversé environ 17 émotions différentes en 3 secondes. Confusion, peur, colère, désespoir, et finalement cette horrible réalisation naissante que quoi qu'il se passe, c'était mauvais. Vraiment, vraiment mauvais. Thomas a essayé d'intervenir, a même mis sa main sur l'épaule de Leroux et a commencé à dire quelque chose sur le fait d'aller discuter en privé, mais Leroux ne voulait rien savoir. Il s'est retourné et a poussé Thomas en arrière si fort que l'homme a trébuché contre une table de cocktail, en voyant valser les verres. « Vous pensiez que je ne le découvrirais pas » a hurlé Leroux. « Vous pensez que cette entreprise est votre terrain de jeu personnel ? Vous pensez que je suis une sorte d'idiot qui ne remarquerait pas quand mes employés jouent à la dinette sur le temps de l'entreprise et avec l'argent de l'entreprise ? » C'est là que les téléphones sont sortis. Les gens sortaient leur portable comme s'ils étaient à un concert, sauf qu'au lieu d'enregistrer leur chanson préférée, ils documentaient la destruction complète de la carrière d'une femme en haute définition. Isabelle a regardé autour de la pièce avec l'expression désespérée de quelqu'un qui venait de réaliser que tous ses ponts n'étaient pas seulement brûlés, ils avaient été atomisés depuis l'orbite. Ses collègues, les mêmes personnes qui avaient ri à ses blagues toute la soirée, la fixaient maintenant comme si une deuxième tête lui avait poussé. Certains reculaient littéralement, mettant de la distance entre eux et les retombées radioactives. En moins de 2 minutes, tout son empire de charme au travail s'était effondré en poussière. À minuit, Romain m'a envoyé un SMS. Le téléphone d'Isabelle vibrait sans arrêt d'appels auxquels elle ne répondait pas. À 2 heures du matin, elle avait été escortée dehors par la sécurité, pas arrêtée. Les malversations d'entreprise n'impliquent généralement pas de menottes à moins qu'il n'y ait un véritable détournement de fonds, mais elle a certainement eu droit au traitement à ne laisser pas la porte vous taper en sortant. Ses accès professionnels ont été bloqués dès le matin. Email, carte de crédit d'entreprise, badge d'accès au bâtiment, place de parking. Tout a disparu plus vite qu'on ne peut dire enquête interne. C'est incroyable à quelle vitesse une entreprise peut effacer l'existence de quelqu'un quand elle s'y met. Pendant que cela se passait, j'ai passé la nuit à conduire sans but, sirotant du café de plus en plus mauvais et me sentant étrangement calme. On pourrait penser que regarder son mariage exploser serait plus traumatisant, mais honnêtement, cela ressemblait plus à obtenir enfin la confirmation de quelque chose que je soupçonnais depuis longtemps. Au matin, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas rentrer à la maison la queue entre les jambes, prêt à pardonner et oublier. J'allais être quelque chose de bien plus dangereux. Le gars qui planifiait son prochain coup pendant qu'elle était occupée à détruire sa vie. Il n'y a rien de tel que le son de votre future ex-femme trébuchant à travers la porte d'entrée à 8 heures du matin, le maquillage étalé sur son visage comme une toile de Jackson Pollock faite de mascara et de regrets. J'étais assis à notre table de cuisine. Enfin, techniquement ma table de cuisine maintenant, mais nous arriverons à ce petit détail dans une minute, avec mon ordinateur portable ouvert et une tasse de café qui avait réellement un goût décent pour une fois. Drôle comme tout a meilleur goût quand on n'avale pas la saveur amère d'un mariage mourant avec sa caféine du matin. Isabelle avait l'air d'avoir été passée dans un mixeur réglé sur un scandale destructeur de vie et ensuite réassemblé par quelqu'un qui n'avait jamais vu d'être humain auparavant. Ses cheveux faisaient ce truc bizarre où la moitié essayait encore de maintenir le chignon élégant avec lequel elle avait commencé la soirée, tandis que l'autre moitié avait apparemment abandonné et pendait en mèche vaincue autour de son visage. Cette robe à paillettes qui avait coûté plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens était maintenant froissée et tachée de ce que je ne pouvais que supposer être une combinaison de champagne, de larmes et du poids écrasant de l'humiliation professionnelle. Mais c'étaient ses yeux qui racontaient vraiment l'histoire. L'étincelle confiante qu'elle avait lorsqu'elle tenait la cour à la fête avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à une biche prise dans les phares.
si la biche venait juste de réaliser que les phares appartenaient à un semi-remorque transportant une cargaison complète de conséquences fatales pour sa carrière. « Qu'est-ce que tu as fait ?» m'a-t-elle sifflé, passant directement à l'accusation sans s'embarrasser de politesse. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur immédiatement. Après 8 ans de mariage avec une femme qui pensait que le timing dramatique était un substitut à une véritable communication, j'avais appris les dynamiques de pouvoir. Quand j'ai finalement levé les yeux, j'ai gardé une expression neutre. Pas suffisant, pas en colère, juste vide, comme si je regardais une étrangère qui était entrée dans ma maison par erreur. Bonjour à toi aussi, chérie. Nuit difficile ? C'est laquelle a vraiment perdu les pédales. Débitant des trucs sur la trahison, sur la façon dont sa carrière était en jeu. Comment j'avais tout saboté ce pourquoi elle avait travaillé. Toute la performance était impressionnante dans son manque total de conscience de soi. Voici une femme prise en flagrant délit de liaison avec son patron marié sur le temps et l'argent de l'entreprise. Et elle s'était convaincue que j'étais le méchant. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, répétait-elle. Ma réputation, ma carrière, tout ce que j'ai construit, tout ce que tu as construit. Je l'ai interrompu, fermant enfin mon ordinateur portable. Tu veux dire la carrière que tu as construite en couchant avec ton patron et en volant le crédit du travail des autres? Comment oses-tu? Comment j'ose quoi? Dire la vérité? Souligner que tu me mens depuis des mois. Ou es-tu en colère parce que j'ai finalement arrêté d'être le mari silencieux et inutile que tu pouvais bousculer? C'est là que j'ai décidé qu'il était temps pour la grande révélation. Je planifiais ce moment depuis des heures, depuis que j'étais rentré et que j'avais commencé à passer des appels à des avocats et des experts comptables spécialisés dans le démêlage des désordres que laissent derrière eux les conjoints infidèles. Tu sais quoi, Isabelle? Tu as absolument raison sur une chose. Je vais détruire tout ce que tu as construit. Mais pas parce que je suis vindicatif. Parce que tu as dit que j'étais inutile et je voulais te prouver le contraire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et tourné l'écran vers elle. Tu vois ça? La demande de divorce est déjà déposée. Et ses relevés bancaires montrant comment j'ai transféré notre épargne commune vers des comptes à mon nom seul. Et celui-ci est mon préféré. Les actes de transfert de propriété. J'ai engagé la procédure pour retirer ton nom du titre de la maison. Des voitures, et d'à peu près tout ce que nous possédons ensemble. Regarder la couleur quitter le visage d'Isabelle était comme regarder une vidéo en accéléré de quelqu'un réalisant que sa vie entière venait d'être saisie. Elle a attrapé le comptoir de la cuisine pour se soutenir. Les jointures blanchissant. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle chuchoté. En fait, je peux. Il s'avère que lorsque tu fais attention à des choses comme les comptes joints et la propriété des biens. Oh. Attends. Nous n'avons pas de contrat de mariage parce que tu as dit que c'était peu romantique. On apprend beaucoup sur la façon de se protéger quand son conjoint décide de jeter son mariage aux toilettes. Je me suis levé et j'ai marché vers l'endroit où elle se tenait. Tu as dit que j'étais inutile pour toi, que tu pouvais me larguer quand tu voulais. Eh bien, félicitations, Isabelle. Tu viens d'être exaucée. Sauf qu'au lieu que ce soit toi qui me largue, c'est moi qui te largue. Et contrairement à ton approche, je le fais légalement, minutieusement. Et avec documentation. Le silence qui a suivi était absolument magnifique. Pour une fois, dans toute notre relation, Isabelle n'avait rien à dire. Quand je suis rentré ce soir-là, je m'étais fait rare pour lui laisser de l'espace pour absorber sa situation. La maison était étrangement calme. Je l'ai trouvée dans le salon, fixant son ordinateur portable avec une intensité désespérée. C'est là que le vrai plaisir a commencé. J'étais à l'étage en train de faire mes valises quand j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir violemment avec assez de force pour faire trembler les cadres photos. David. Sa voix portait dans le couloir, aiguë et désespérée. Quand je suis entré tranquillement dans la chambre, Isabelle se tenait devant notre dressing avec la bouche ouverte. Elle fixait l'espace vide où mes vêtements avaient l'habitude d'être pendus, tournant la tête lentement comme si elle regardait un match de tennis joué par des joueurs invisibles. Mon côté du placard était complètement nu. Pas de costume, chemise, jean, cravate, pas même le vieux peignoir miteux de la fac qu'elle essayait de jeter depuis des années. Juste des cintres vides se balançant dans la brise de la climatisation. Où sont tous tes vêtements? Je les ai déménagés. Ça semblait être la bonne chose à faire vu les circonstances.
C'est alors qu'elle a remarqué la pochette cartonnée posée sur la commode où mes bouteilles d'eau de Cologne se trouvaient habituellement. Son nom était écrit sur le devant de ma main soigneuse. Ses mains tremblaient alors qu'elle l'ouvrait. Relevé bancaire montrant les clôtures de compte, les transferts de propriété, les modifications d'assurance. Chaque morceau de papier était un autre clou dans le cercueil de la vie qu'elle pensait vivre. Mais c'était la clé USB qui a vraiment attiré son attention. Étiqueté et écoute-moi. Elle l'a branché sur son ordinateur portable et l'audio a commencé immédiatement, sa propre voix claire comme de l'eau de roche. Honnêtement, je pourrais le larguer demain si je voulais. Il est complètement inutile pour moi à ce stade. Puis son rire, ce son tranchant et dédaigneux qui résonnait dans ma tête. Tu m'as enregistré, a-t-elle dit. Je n'ai pas eu à le faire. Tu t'es enregistré toi-même. Je me trouvais juste au bon endroit au bon moment pour le capter. C'est à ce moment-là que son téléphone a commencé à sonner. L'identifiant de l'appelant a rendu son visage tout blanc. Maman. Marguerite Martin était le genre de belle-mère qui faisait passer les autres pour des bibliothécaires. Elle avait bâti son propre empire immobilier à partir de rien dans les années 80 et pouvait sentir les problèmes financiers à 3 départements de distance. Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais entendre la voix de Marguerite à travers le haut-parleur, tranchante et froide. Pourquoi je viens de recevoir un avis indiquant que ton nom a été retiré du titre de l'appartement. Et voilà. Isabelle a réalisé que son drame domestique était devenu nucléaire. Ce qu'elle avait oublié, c'est que sa mère s'était portée caution sur nos achats importants, ce qui signifiait que lorsque j'avais commencé à transférer les actifs, Marguerite recevait des lettres de notification pour tout. J'ai passé toute la journée au téléphone avec des avocats et des comptables, a continué Marguerite. Ton mari t'a systématiquement retiré de chaque actif significatif que vous possédez ensemble. Et il l'a fait légalement, proprement, et avec assez de planification pour faire pleurer mon notaire de jalousie professionnelle. Mais maman, je peux expliquer. Non, tu ne peux pas. Parce qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle un homme dépense autant d'efforts à planifier sa stratégie de sortie. Parce que sa femme lui a donné une sacrée bonne raison. La voix de Marguerite s'est adoucie mais est devenue plus dévastatrice. Tu as toujours pensé que David était calme parce qu'il était faible. Les hommes calmes ne sont pas faibles, Isabelle. Ils sont dangereux. Ils observent, écoutent, planifient et se souviennent de tout. Tu viens de découvrir pourquoi. Tu as fait ton lit. Maintenant. Tu vas te coucher dedans toute seule. La ligne a coupé. La dernière bouée de sauvetage d'Isabelle avait été coupée. Mardi matin est arrivé comme une gueule de bois que je n'avais pas mérité. Et j'étais assis dans mon nouvel appartement temporaire, un 2 pièces étonnamment décent à environ 15 minutes de notre ancienne maison, buvant du café qui avait réellement bon goût pour une fois, et rattrapant mes emails quand mon téléphone a commencé à vibrer de notifications. Pas les ordures habituelles de spam et de newsletters qui bouchent la vie numérique de tout le monde, mais de vrais messages de gens que je connaissais. Des gens qui, dans des circonstances normales, ne m'enverraient pas de SMS à moins que quelqu'un ne soit mort ou que ce soit la fin du monde. Le premier venait de mon cousin Julien. Mec, c'est ta femme? Joint avec un lien vers ce qui ressemblait à un post Twitter, ce qui semblait bizarre parce que Julien passait généralement son temps sur les réseaux sociaux à regarder des photos de camions et à se plaindre du prix de l'essence, pas à plonger dans les drames de bureau. Mais la curiosité a tué le chat, comme on dit, et je me sentais assez immortel ces jours-ci. Ce que j'ai trouvé était beau de la manière dont les accidents de voiture sont beaux, horribles, fascinants et impossibles à ignorer. Quelqu'un avait pris l'audio de la petite performance d'Isabelle à la fête de l'entreprise et l'avait monté sur un clip vidéo d'elle ce soir-là. Tout en robe à paillettes et sourire suffisant, levant sa coupe de champagne comme si elle portait un toast à sa propre brillance. La légende disait, quand tu penses être intouchable, mais que le karma a d'autres plans. L'audio était cristallin, plus clair que dans mes souvenirs en personne, en fait. Honnêtement, je pourrais le larguer demain si je voulais. Il est complètement inutile pour moi à ce stade. Puis ce rire, ce son tranchant et dédaigneux qui avait été la bande-son des funérailles de mon mariage. Celui qui avait monté ce truc avait parfaitement isolé sa voix, supprimant la plupart des bruits de fond, de sorte que chaque mot cruel frappait comme une gifle. Mais voici le coup de grâce, et c'est là que je devais donner du crédit à celui qui avait assemblé ça. Ils avaient ajouté une petite superposition de texte qui apparaissait juste au moment où elle disait « Inutile pour moi ». On pouvait lire « Coup de théâtre ». Il ne l'était pas.
Le post avait plus de 2000 likes, 400 retweets, et des commentaires brutaux sur la toxicité au travail et le karma. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer alors que plus de gens m'envoyaient le lien. La vidéo se propageait à travers le réseau professionnel d'Isabelle comme une traînée de poudre. Les commentaires de gens qui la connaissaient étaient sauvages. Son ancienne assistante a posté des émojis qui pleurent de rire. Des collègues partageaient des histoires sur son attitude et son désagrément général. À midi, la vidéo avait sauté d'une plateforme à l'autre. TikTok, Instagram, même des coachs d'affaires sur LinkedIn utilisaient l'infamie virale d'Isabelle comme un moment d'enseignement sur l'éthique professionnelle. Elle était devenue un mème sur le retour de bâton, et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Une semaine plus tard est arrivé l'appel qu'Isabelle redoutait. Jeudi matin, 9h15. Quelqu'un des RH. Mademoiselle Martin, nous avons besoin que vous veniez pour une réunion aujourd'hui à 14h. Salle de conférence B. Apportez votre manuel de l'employé et toute propriété de l'entreprise. Quand les RH vous disent d'apporter votre manuel, c'est le langage d'entreprise pour dire nous sommes sur le point de détruire votre carrière. Quand ils demandent la propriété de l'entreprise, c'est nous voulons nous assurer que vous ne pouvez rien voler en sortant. Selon le compte-rendu de Romain, la salle était installée comme un tribunal. Patricia des RH, maître Guillaume du juridique, quelqu'un de la conformité, et Leroux lui-même en bout de table. Isabelle a pris la seule chaise vide, positionnée de façon à faire face à tout le monde comme une accusée. Guillaume a ouvert sa mallette. Il n'y a pas de son comparable à celui d'un avocat ouvrant une mallette pleine de preuves qui sont sur le point de ruiner votre vie. Le moniteur s'est allumé avec des reçus scannés d'hôtels à Marseille, Lyon, Bordeaux, montrant tous deux invités, tous facturés sur les comptes de l'entreprise, coïncidant tous avec le planning de voyage de Thomas. Puis sont venus les fichiers audio d'Isabelle et Thomas discutant de leur session collaborative et de la façon de les coordonner pour éviter les soupçons. Le visage d'Isabelle était devenu cendré. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait le verre d'eau. Mademoiselle Martin, a dit Leroux, votre emploi au sein de cette entreprise est résilié, avec effet immédiat pour faute lourde. De plus, nous poursuivrons tous les recours légaux disponibles pour récupérer les fonds détournés et engagerons potentiellement des poursuites pénales. Poursuites pénales. Les mots ont frappé Isabelle comme un coup physique alors qu'elle réalisait que ce n'était pas seulement à propos de perdre son travail. C'était à propos de potentiellement perdre sa liberté, aussi. La sécurité l'a escortée dehors avec un carton d'affaires personnel. Sa carrière n'était pas juste finie. Elle avait été oblitérée si minutieusement que l'épave serait visible depuis l'espace. À exactement 15h40 ce jeudi après-midi, j'étais assis dans ma voiture de l'autre côté de la rue, face à son ancien lieu de travail, sirotant un latte étonnamment décent du café au bout de la rue et regardant l'équivalent corporatif d'une exécution publique se dérouler en temps réel. Pas parce que je suis une sorte de monstre sadique qui prend son pied à regarder la vie des gens imploser. Ok, peut-être un petit peu. Mais parce que parfois, on a besoin de voir le chapitre final d'une histoire qu'on a aidé à écrire. Le bâtiment où Isabelle avait un bureau était l'un de ces monuments génériques de verre et d'acier à la médiocrité d'entreprise qui semblait probablement impressionnant pour les gens qui n'avaient jamais vu de véritable architecture. Tout en surface brillante et angle vif qui était censé véhiculer le succès et l'innovation, mais qui criait surtout « Nous avons dépensé beaucoup trop d'argent pour un immeuble qui ressemble à tous les autres immeubles du quartier financier ». De mon point de vue de l'autre côté de la rue, j'avais une vue parfaite sur l'entrée principale, ce qui signifiait que j'aurais des places au premier rang quand la star du spectacle d'aujourd'hui ferait sa sortie finale. Le temps était parfait pour ce genre de choses, si vous croyez en la justice cosmique et l'ironie météorologique. Des nuages gris arrivant de l'ouest. Le genre de ciel qui semble sur le point de s'ouvrir et de déverser de la pluie sur la parade de tout le monde. Le vent se levait aussi, envoyant des papiers volants et des sacs en plastique glisser sur le trottoir comme des virevoltants urbains. À 15h41, la porte de l'entrée principale s'est ouverte, et elle était là. Isabelle a émergé du bâtiment comme si elle marchait sous l'eau, bougeant avec ce genre de pas lent et délibéré que les gens prennent quand ils essaient vraiment très fort de ne pas tomber. Elle portait un carton, une de ces boîtes génériques de magasins de fournitures de bureau que les entreprises utilisent quand elles veulent rendre votre licenciement aussi impersonnel et humiliant que possible. Le contenu semblait pathétique de là où j'étais assis, une petite plante de bureau qui était probablement déjà en train de mourir, quelques cadres photos, ce qui ressemblait à une tasse à café avec une connerie inspirante imprimée dessus. 8 ans d'ascension sociale, de réseautage, de lèche-bot et de coups bas, et tout tenait dans un carton à 3 € de chez Bureau Vallée. Son tailleur de pouvoir était toujours immaculé,
bleu marine et parfaitement taillée. Le genre de tenue qui coûte plus cher que le loyer de la plupart des gens et qui était conçu pour donner à celle qui le porte l'air de gérer ses affaires, même quand ce n'était absolument pas le cas. Mais la femme qui le portait ressemblait à quelqu'un dont on aurait aspiré toute la vie à travers une paille. Ses épaules étaient affaissées, sa tête était baissée, et elle bougeait avec la précision mécanique de quelqu'un qui fonctionnait en pilote automatique parce que sa conscience réelle avait décroché quelque part autour du moment où elle avait réalisé que sa carrière était finie. Quand elle m'a vu dans ma voiture, elle s'est figée. Elle est restée là à me fixer pendant 30 secondes comme si j'étais un fantôme. Je n'ai pas souri, je n'ai pas hoché la tête, je ne l'ai pas reconnu du tout. Je suis juste resté assis là, calme et serein, la laissant voir exactement à quel point sa destruction m'affectait peu. Puis j'ai démarré ma voiture et je suis parti sans regarder en arrière, laissant la scène de l'exécution professionnelle d'Isabelle derrière moi comme un mauvais souvenir qui avait enfin été résolu. La carrière d'Isabelle est finie. Elle passera des années à expliquer pourquoi elle a été licenciée, pourquoi il y a des vidéos virales d'elle étant cruelle, pourquoi son ancienne entreprise la poursuit. Elle vivra en sachant que ses propres mots ont détruit tout ce pour quoi elle avait travaillé, et que l'homme qu'elle qualifiait d'inutile a orchestré sa chute avec une précision chirurgicale. Thomas a été viré aussi. Sa femme a demandé le divorce quand l'enregistrement a fait surface. Apparemment, les discussions sur l'oreiller concernant la manipulation des voyages d'affaires pour la logistique d'une liaison ne restent pas privées quand la conformité s'en mêle. Je ne suis plus en colère. Je ne suis pas blessé ou désespéré d'être compris. J'en ai juste fini. Fini avec elle et la dynamique toxique qui a empoisonné notre mariage. Elle m'a traité d'inutile et je lui ai prouvé le contraire de la manière la plus complète possible. Maintenant, je suis dans un appartement décent, buvant du café qui a réellement bon goût. Lisant des livres sans quelqu'un pour critiquer mes choix. Vivant paisiblement sans marcher sur des œufs autour de quelqu'un qui pensait que la cruauté était de l'intelligence. La meilleure vengeance n'est pas chaude et explosive. Elle est froide, calculée et absolument définitive. Il ne s'agit pas de faire souffrir quelqu'un sur le moment. Il s'agit de lui faire comprendre que sa souffrance est la conséquence naturelle de ses propres choix. Isabelle avait tort sur une chose, cependant. Je n'étais pas inutile. Je ne faisais que commencer.